Grand maître, très cher Georges Sérignac, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, voilà 157 ans cette année, et ce, malgré quelques interruptions, que la chaîne d'Union, qui constitue avec humanisme et les chroniques d'histoire maçonnique le triptyque des parutions régulières du Grand Orient de France, contribue à la politique culturelle de l'obédience. Une contribution qui propose à chacune de ces parutions des travaux et des réflexions qui, dans une dialogie spéculative et opérative, accompagnent les francs-maçons dans la construction de leur identité propre et l'élucidation du sens de leur engagement. Corpus d'articles à la fois documentaires et d'expression de pensée libre, fondés sur l'expérience de travaux de recherche personnelles et collectives, la chaîne d'Union, revue d'études maçonniques, philosophiques et symboliques, publie ce mois-ci le 100e numéro de la série en cours. Le temps que nous allons partager a été imaginé pour souligner cet événement et lui donner les lettres de noblesse qu'il mérite. Comprendre la loge. À quoi travaillent les francs-maçons? De l'introspection au développement. Le secret des francs-maçons. Autant de titres génériques, pour ne citer que ceux-là, qui ont émaillé les dernières décennies de la revue pour offrir à ses lecteurs une bibliothèque d'articles commis avec autant de talent que de diversité. Je vous remercie d'être venus nombreuses et nombreux pour échanger autour du thème retenu, la franc-maçonnerie, voie traditionnelle et modernité. Et je vais laisser sans tarder la parole à Jacques Garat, qui nous présentera les contributeurs à cette table ronde dont le sujet résume à lui seul l'histoire de la chaîne d'Union. Merci. Grand maître, cher Georges, mes frères, mes sœurs, chers amis, il est des occasions qu'on ne sait pas ne pas saisir. Le numéro 100 de la série en cours de la chaîne d'Union en fait partie. En plus de 150 ans, la chaîne d'Union a connu 5 vies, nous a dit Pierre Mollier, 5 vies sur 3 grandes périodes. La première époque, c'est celle des fondateurs, le frère Taffry dans le milieu des réfugiés politiques fuyant le Second Empire à Londres en 1864, suivi par Esprit Eugène Hubert, ancien secrétaire général du Grand Orient de France, à Paris, qui lui donnera rapidement une beaucoup plus grande audience jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au début des années 30, Edmond Gloton, libraire et fabricant de décors maçonniques qui tient boutique rue Cadet, relève le titre. Cette deuxième période de la revue s'achève en 1963, au moment de la disparition accidentelle de son directeur. En 1981, le grand maître du Grand Orient de France, Paul Gourdeau, souhaite compléter Humanisme par une revue qui soit un lieu de formation et d'échange sur les questions symboliques et initiatiques. Ainsi, après ce très long compagnonnage historique avec la revue, il prépare, avec la fille d'Edmond Gloton, Denise, la reprise du titre par le Grand Orient. Et c'est ainsi que s'ouvre la troisième époque. Une première série connaîtra quelques difficultés, avant que la série qui, aujourd'hui, publie son 100e numéro, ne débute en 1997. Depuis lors, la chaîne d'Union a paru sans interruption et avec une périodicité irréprochable. Les 3 revues du Grand Orient de France, les chroniques d'histoire maçonnique, Humanisme et la chaîne d'Union, sont désormais accessibles en ligne sur le portail Kern depuis environ 1 an, où elles ont acquis une visibilité absolument jamais atteinte, pas même imaginée, et qui continue de croître. Ce 100e numéro aura voulu manifester un étonnement. Comment se peut-il que dans un temps d'immédiateté,
de narcissisme, de déliaison sociale, un temps aussi fondamentalement matérialiste et technicien. Comment se fait-il qu'une pensée traditionnelle, qui a priori n'y a plus du tout sa place, puisse être encore perçue comme pertinente, voire utile? C'est le thème que l'on s'est donné pour cette 100e livraison de la série en cours, et c'est le thème qu'on va confier à la table ronde formée ce soir par quelques-uns des contributeurs au numéro, et je vais très rapidement vous les présenter. Tout d'abord, François Hartog, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous honore de sa présence ce soir. Historien, il s'est consacré à l'histoire intellectuelle de la Grèce ancienne, à l'historiographie et à la mise en évidence de la notion de régime d'historicité. Parmi ses très nombreux ouvrages, signalons les régimes d'historicité, présentisme et expérience du temps, en 2003, et plus près de nous, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, en 2020, et Confrontation avec l'histoire, en 2021, les deux aux éditions Gallimard. François Hartog nous propose, dans la prochaine livraison de la chaîne d'Union, et sans doute ce soir, un cadre intellectuel renouvelé dont il nous appartient de faire bon usage. Maître de conférences en histoire de l'Afrique à l'université Paris 13, c'est ça, je ne me trompe pas, Benoît Beuchet nous entraîne loin du champ maçonnique. Et il nous en éloigne pour nous permettre de mieux comprendre la notion de tradition et les liens qu'elle peut tisser avec les sociétés du changement et de l'accélération du temps. Il a notamment publié « Manger le pouvoir au Burkina Faso, la noblesse Mossi à l'épreuve de l'histoire » en 2017. Roger Daché est parmi nous, on ne le présente plus, bien entendu. Vous le connaissez tous, président de l'Institut maçonnique de France, historien de la franc-maçonnerie. Parmi ses nombreux ouvrages qui font autorité, je ne citerai ce soir que L'invention de la maçonnerie, en 2008, simplement parce qu'il me semble qu'elle est plus particulièrement en affinité avec le sujet de ce soir. Dominique Jardin, que vous connaissez bien aussi, lui s'est spécialisé dans l'étude de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Parmi ses nombreuses publications, je retiendrai pour ce soir notamment La tradition des francs-maçons, Histoire et transmission initiatique en 2014, et tout récemment, L'alchimie des francs-maçons, Histoire d'une tradition transmutée en 2022 chez Dervy. Marc Lebiez est un philosophe que vous avez peut-être lu quelquefois dans la chaîne d'Union. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages. Il a récemment publié aux éditions Quimé Transcendance de l'État en 2019 et L'espérance par principe en 2020. Enfin, les lecteurs de la chaîne d'Union connaissent bien Pierre Rabaté, là-bas, puisqu'il tient depuis plusieurs années maintenant une chronique régulière dans notre revue. Enfin, Philippe Foussier, qu'on ne présente plus, ancien grand maître du Grand Orient de France, qui a commis des combats maçonniques aux éditions conformes à sa descente de charge. Voilà cette table ronde, qui sera peut-être un peu un vaisseau un peu difficile à conduire parce qu'elle est nombreuse, mais on n'a pas su se retenir, va réfléchir à cette question qui est à l'origine de ce numéro, une voie traditionnelle au cœur de la modernité. Donc, le maître des cérémonies sera M. Alexis Lacroix, et pour essayer de trouver une formule
la plus dynamique possible à ces échanges. On va faire une série de questionnements autour de ce sujet. On va commencer par la tradition, peut-être ensuite une deuxième série de questionnements, la voie traditionnelle, puis la modernité. Mais qu'est-ce qu'on entend par modernité? C'est un mot valise dans lequel on ne sait plus trop ce qu'on met. Et puis on sait que cette modernité est en crise et que cela nous pose bien des problèmes. Et donc la crise de la modernité. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, on verra si la franc-maçonnerie a encore quelque chose à dire à cette modernité en crise. Donc sans doute tous les participants n'interviendront pas forcément sur chaque questionnement, mais ils se répondront, ils se parleront. Merci beaucoup, cher Jacques Garat. On t'applaudit de toute façon. Non. Si. C'est une soirée. Ça n'est pas une tenue, c'est une soirée. Donc on t'applaudit. Merci infiniment d'avoir posé le cadre de ces débats qui risquent d'être passionnants. Tu as souligné d'ailleurs à juste titre qu'à l'époque de l'accélération de l'histoire, certains de nos rituels continuent à être dans l'actualité, à garder une pertinence. Et donc, effectivement, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir monsieur le professeur François Hartog, qui va, lui, traiter de manière un petit peu magistrale de ce thème de la tradition. François Hartog, c'est à vous, nous vous applaudissons. Eh bien, merci de m'accueillir ce soir dans ce lieu. Alors, évidemment, la tradition, nous pourrions en parler pendant des heures, ce que je ne vais pas, évidemment, vous proposer. Simplement quelques remarques sur la tradition pour lancer cette table ronde, pour lancer la conversation. Tradition, c'est du latin, donc ça vient de tradere. Et tradere, ça veut dire faire passer, transmettre, remettre. Donc tradition, c'est l'action de faire passer, et c'est aussi ce que l'on fait passer. Donc la tradition, on peut voir d'emblée par cette très brève évocation de l'étymologie, c'est quelque chose d'actif. C'est une forme d'action, mettant en jeu un rapport avec ce qui vous précède. Action, cette action, elle peut être aussi conçue comme réaction. On appelait à une tradition menacée, ou retrouver une tradition oubliée, ou qu'on proclame telle. Dans cette perspective, une tradition morte n'est plus une tradition, puisque personne ne songe plus à la transmettre. On peut aussi inventer une tradition. C'est même ce que les sociétés ont passé leur temps à faire. En particulier à l'occasion de graves crises ou après de graves crises. Deux exemples. L'engouement pour le Moyen-Âge après la Révolution française. Ou, tout autre exemple, les mouvements indigénistes ou néo-indigénistes au Mexique depuis les années 1960 ou même un peu avant. Ou, plus près de nous, vous avez aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler la tradition gaulienne. Rome, l'ancienne Rome, était une société qui se réclamait de la tradition. C'était, pour les latins, ce qu'ils appelaient le mos, et en particulier le mos maiorum, les coutumes des ancêtres. Et ce mos maiorum, vous n'en trouverez pas de définition précise. Il est dit qu'il précède l'usage. C'est Varron, un des grands érudits romains, qui dit ça. Ou ce mos, c'est une sorte de droit naturel qui est né avec la cité. Il est plus oral qu'écrit. Vous avez encore cette formule, le mos, il a force de loi, mais sans la loi. Ce qui peut sembler paradoxal comme propos. Bel exemple de cette convocation du mos maiorum, vous avez
peut-être en tête cette évocation des funérailles à Rome des grands, des nobles, qui sortaient à cette occasion les images des ancêtres qu'on promenait et qui étaient destinés à inspirer ceux les plus jeunes de la famille noble. On s'interroge sur le mos quand il perd son évidence, quand il perd de son évidence. Par exemple, un moment de crise, la fin de la République romaine. Et vous avez, parmi des quantités de citations possibles, celle-ci de Cicéron, donc au moment justement qui a vécu cette crise, il dit « Qu'est-ce qui subsiste des mœurs d'autrefois qui ont fait que Rome reste debout? Nous les voyons tomber dans l'oubli, au point que non seulement elles ne sont plus à l'honneur, mais qu'on les ignore maintenant. » Très vite, je prendrai un autre exemple de société fondée sur la tradition, l'Église catholique. L'Église catholique, c'est fondamentalement une chaîne ininterrompue de témoins depuis les premiers qui ont vu, qui sont ceux qui ont vu et qui ont cru. Cette lignée témoignante, avec tout le système des autorités qui va avec, est ce qui justifie le rôle de l'Église comme intermédiaire entre Dieu et les fidèles. La réforme se fera au nom d'une fidélité plus grande à la véritable tradition, celle fondée sur l'Écriture seule. Nous avons donc là deux acceptions antagonistes de la tradition. Toutes deux se prétendent vraies et toutes deux prétendent que l'autre est dévoyée. Donc la tradition, c'est aussi un instrument de combat. Dans son étymologie même, je l'ai dit à l'instant, tradition exprime un rapport au temps. Elle renvoie à une modalité de rapport au passé. C'est ce que j'appelle l'ancien régime d'historicité, c'est-à-dire ce régime, ce rapport au temps dans lequel c'est du passé que vient la lumière. C'est du passé, c'est le passé vers lequel on doit commencer par se tourner pour agir dans son présent. Les temps changent dans ce régime, les temps changent, mais le temps ne marche pas. C'est la grande époque qui a duré des siècles de ce qu'on a appelé l'histoire maîtresse de vie, c'est-à-dire l'histoire fournisseuse d'exemples et de leçons. Il y a dans ce régime d'historicité ancien des anciens, mais pas encore de modernes. Les modernes, à partir de leur assurance que le temps marche, c'est précisément là la grande rupture, que le temps va de l'avant, feront eux aussi usage de la tradition, mais pour opérer des partages, par exemple, entre les sociétés désignées comme traditionnelles et celles qu'on nomme alors civilisées, éclairées, modernes. La tradition, dans ce nouveau rapport au temps moderne, la tradition est désormais connotée négativement. Et je m'en tiens à ces propos liminaires. Merci infiniment, cher François Hartog. Alors, cet ancien régime d'historicité sur lequel vous attirez notre attention, je pense qu'il t'a, cher Roger, également interrogé et captivé. C'est à toi de nous présenter justement tes réflexions introductives sur cette notion, sur ce concept si difficile à cerner de tradition. Roger Dacher, on vous applaudit. On t'applaudit. Je garde le tutoiement, hein, tu me le pardonnes. Merci. Tout d'abord, le hasard fait que dans quelques instants, je vais m'appuyer en partie sur ce que vous venez de dire et que je trouve particulièrement approprié à notre débat. Pour essayer de contribuer à notre réflexion, moi, je reste dans mon champ de compétences. Mon champ de compétences, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie, que j'ai essayé de regarder dans son détail depuis une quarantaine d'années, depuis la période d'émergence au XVIIe siècle jusqu'à nos jours, principalement dans les îles britanniques où elle est née, où elle est apparue, et aussi sur le continent européen, principalement en France. Et de cet examen très, très long et sur la longue durée, par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui, je voudrais simplement faire deux observations et une suggestion.
La première observation, parce que je trouve que c'est un fait extrêmement frappant. Quand on regarde dès la fin du XVIIe siècle, et plus encore au début du XVIIIe, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France, par exemple, les discours maçonniques, les textes publiés au nom de la franc-maçonnerie, et même les correspondances échangées entre les francs-maçons, il y a un thème qui revient incessamment, à savoir que la franc-maçonnerie repose sur une tradition que nous avons perdue et qu'il s'agit de retrouver. C'est un leitmotiv permanent. En 1723, quand le pasteur James Anderson publie pour la première fois une histoire du métier, qui est largement légendaire, fabuleuse, mythique, qu'est-ce qu'il dit en substance dans les 50 pages d'histoire? Je vais vous dire tout ce qu'on a oublié de la franc-maçonnerie depuis l'origine du monde. En 1743, quand à la fin de l'année 43, on élit le Louis-Antoine de Bourbon-Condé, comte de Clermont, comme grand maître des loges régulières du royaume. Que dit-on? Le grand maître compte tout remettre sur un ancien pied et rétablir ce qui a été détruit. En 1745, quand on publie les premières divulgations maçonniques françaises à Paris, qu'est-ce qu'on y lit? La maçonnerie est détruite, elle a perdu ses traditions, il faut la reconstruire. Quand en 1751, en Angleterre, on crée une deuxième grande loge contre celle créée en 1717 ou peut-être 1721 à Londres, que disent ces promoteurs? La première loge a abandonné, altéré, oublié la tradition maçonnique, nous devons la refonder. Et on pourrait naturellement multiplier les exemples. Donc je note, première observation, que depuis qu'elle existe et qu'elle est documentée, la franc-maçonnerie n'a cessé de dire qu'elle était porteuse d'une tradition incessamment perdue et qu'il s'agit en permanence de retrouver, de rebâtir, de refonder. Première observation. La deuxième observation, qui est beaucoup plus récente, qui est beaucoup plus contemporaine, mais qui vient en contrepoint de ce que je viens de vous dire et qui relevait simplement de l'observation historiographique. Quand on écoute le discours des francs-maçons, le discours global des francs-maçons sur la tradition, quand ils parlent de la tradition, et singulièrement, je parle des maçons français ou d'expression française au XXe siècle, il est très clair que, pour dire les choses rapidement, ils parlent de la tradition au sens guénonien du terme. C'est-à-dire que la tradition pour les francs-maçons, c'est une espèce de savoir primordial, fondamental, unique, venu d'une source extrêmement lointaine, Guénon dit d'une origine non humaine, et qui, par des chemins improbables et souvent secrets, mais avec une parfaite continuité, s'est maintenu jusqu'à nous et, c'est ce que disait Guénon, dont la franc-maçonnerie est l'une des dernières détentrices, avec, disait-il, peut-être le compagnonnage et l'Église catholique. Il faut observer que ces deux observations, l'observation historiographique et le discours interne de la franc-maçonnerie sur la tradition, sont en contradiction complète. Alors, pour tenter d'en sortir, et c'est là que je fais référence à ce qui vient d'être évoqué au début de votre propos, je crois qu'il faut que nous réfléchissions sur le véritable statut de la tradition dans le cadre particulier de la franc-maçonnerie. Et il me semble que la tradition de la franc-maçonnerie relève d'une catégorie bien particulière qui naturellement a été considérablement éclairée dans les années 80 par les travaux d'Eric Hobsbawm et de son école, c'est-à-dire celui, vous l'avez mentionné, des traditions inventées. Et je crois qu'il faut dire un mot, parce que quand on parle de traditions inventées à un public non averti, le terme est très mal reçu. Vous inventez des choses, vous inventez des histoires, vous nous racontez des fariboles. Il ne s'agit pas du tout de ça. Pour résumer les choses et le dire en peu de mots, ce que dit Eric Hobsbawm et son école, c'est qu'à certains moments de son histoire, une société, une civilisation, en particulier quand elle a le sentiment d'avoir perdu un certain nombre de ses repères civilisationnels, identitaires, culturels, qu'elle se sent en quelque sorte fragilisée,
pour se réassurer, se refonder, éprouve le besoin de fabriquer des traditions qui s'ancrent dans un passé certes fantasmé, mais qui devient ou redevient fondateur pour reprendre ses propres assises et pour redonner un sens à ce qu'elle est ou à ce qu'elle veut être. Et il indique d'ailleurs que ces traditions inventées, qui sont le propre des civilisations et des sociétés européennes de l'ère moderne, disons postérieure à la révolution scientifique, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, ont en gros généralement trois types de buts. Le premier, c'est de réassurer une communauté fraternelle, deuxièmement, ou une communauté humaine, d'une manière générale, de lui redonner une cohésion. La deuxième, c'est de refonder la légitimité d'une institution ou d'une relation d'autorité. Et la troisième finalité, c'est de favoriser et de valider la transmission de savoir ou de croyances. Quand on regarde ces trois finalités, on se dit que la franc-maçonnerie en a utilisé une bonne partie. Et les exemples de traditions inventées qu'évoquait dans ses travaux fondateurs Hobsbawm, c'est par exemple l'histoire des traditions des clans en Écosse. Alors on vous raconte, notamment dans la maçonnerie, que les clans en Écosse, ça vient du fond des âges. Faribole, la faribole, c'est ça. Non, c'est quelque chose qui apparaît au début du XIXe siècle. Toutes les grandes traditions de la monarchie britannique, même chose. Mais à chaque fois, c'est parce que l'Écosse, après un siècle de fusion avec l'Angleterre, veut retrouver une identité et donc crée une tradition pour fonder cette identité, parce que la monarchie britannique, au moment où se construit son empire universel, veut donner une assise d'autorité à cet empire universel et crée des pratiques. Et simplement, et je m'arrête là, Hobsbawm n'a jamais étudié en détail, ne s'est jamais intéressé de près à la franc-maçonnerie. Mais dans son fameux livre « L'invention de la tradition », il a fallu attendre 20 ans pour qu'il soit traduit en français, mais pour ceux qui s'y intéressaient, il était lisible dès 1983, il dit, au détour d'une phrase, « La franc-maçonnerie, entre parenthèses, qui est un exemple typique de tradition inventée, fermez la parenthèse, et puis il parle de toute autre chose. » Eh bien, moi je crois qu'il y a un programme de travail. Le programme de travail, c'est de dire il faut faire comprendre aux francs-maçons ce qu'est une tradition inventée au sens de Hobsbawm. Ce n'est pas une duperie, ça n'est pas un canular, ça n'est pas une histoire pour les enfants. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, et c'est une remarque que je me suis faite il y a quelques années, ce genre de production globale, de production collective dans une société ne survient jamais à n'importe quel moment. Et il y a un moment très important de l'histoire intellectuelle de l'Europe que Paul Hazard avait synthétisé dans son fameux ouvrage sur la crise de la conscience européenne. Et le sous-titre de l'ouvrage, il faut toujours faire attention au sous-titre, c'est 1680-1715. Eh bien, ça c'est ce que dit l'historien des idées, Hazard, qui ne s'est jamais de sa vie intéressé à la franc-maçonnerie, qui devait d'ailleurs lui paraître un sujet vulgaire. Mais l'historien de la maçonnerie vous dit une chose. Tous les documents qui nous permettent de connaître le surgissement de la franc-maçonnerie spéculative apparaissent entre 1680 et 1715. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme et une simultanéité absolue d'apparition de la franc-maçonnerie, de la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire de ce genre d'événements qui, dans une collectivité historique, facilite le surgissement d'une tradition inventée. Et je pense que la franc-maçonnerie est une de ces traditions inventées. Et il faut que les francs-maçons travaillent dans cette optique-là pour relégitimer la franc-maçonnerie et sa tradition, non pas pour dire, comme on l'entend souvent, c'est des histoires de contes de fées, c'est des légendes qui ne reposent sur rien. Non, c'est un récit fondateur qui avait un but culturel et même anthropologique fondamental dans l'Europe de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et pour le coup, nous sommes vraiment héritiers de cette création-là. Merci infiniment, cher Roger Daché, pour cet exposé qui fait véritablement progresser notre réflexion collective. Alors, on va faire un pas de côté. On va faire un pas de côté, justement, du côté de la réflexion anthropologique sur les structures de pouvoir. À l'instant, Jacques, tu rappelais les travaux consacrés par Benoît Beuchet aux structures de pouvoir, notamment au Burkina Faso,
venez à la tribune, on vous applaudit. Voilà, vous êtes historien de l'université Paris-Cité. Je crois que vous faites partie aussi de la délégation du patrimoine de l'armée de terre. Avant, vous n'en faites plus partie, pardon. Et donc, comment est-ce que depuis, j'allais dire, le pas de côté que vous nous offrez, depuis l'Afrique, ex-Afrique francophone, comment est-ce qu'on regarde justement cette tradition réinventée dont Roger Daché vient de nous parler avec le concept d'Hobsbawm? Oui, tout à fait. Alors, un pas de côté, un très grand pas de côté, puisque là, je vous amène à 4000 km à peu près d'ici, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, parmi les Mossi, qui sont une société majoritaire dans l'actuel Burkina Faso. Donc, c'est une société qui est nichée au cœur de la boucle du Niger, et qui est considérée comme une société à la fois politique et une société traditionnelle, une société de la tradition. Et les deux fonctionnent ensemble. Et ce que l'on peut observer aujourd'hui, si on se risque à une sorte d'histoire régressive, c'est à la présence de cours royales, des royautés qui ont été fondées vraisemblablement à la fin du XVe siècle et qui sont toujours d'une très grande vitalité aujourd'hui, d'une vitalité notamment politique. Alors évidemment, si on s'arrête sur ces figures de souverains auprès desquels j'ai pu enquêter pendant une vingtaine d'années, souverain à Ouagadougou, la capitale par exemple, que l'on voit régulièrement jouer au football, hein, c'est un gardien de but en même temps que c'est un monarque et en même temps que c'est un homme politique et en même temps que c'est un homme d'affaires, etc., etc. On va avoir l'impression finalement d'un tableau très exotique, d'une sorte d'accident d'histoire avec un vestige du passé comme une butte témoin de l'histoire qui est anormalement présent dans une modernité qui aurait dû tout balayer. Évidemment, l'historien va regarder ça autrement, notamment lorsqu'on s'inspire des travaux de Hobsbawm et Ranger, et d'autres encore, parce que vous le savez que Ranger est revenu lui-même sur cette notion d'invention de la tradition qu'il trouvait trop mécanique. C'était d'ailleurs une des critiques qui lui était adressée, et il a préféré, en 1993, dans un article, évoquer plutôt la question d'imagination de la tradition, hein, qui n'était pas encore complètement satisfaisante. Mais ce qui est intéressant, c'est de saisir les processus historiques qui sont en cours et qui peuvent permettre de comprendre pourquoi un pouvoir s'est quotidianisé au sens de Max Weber, pourquoi il s'est routinisé, et quelles sont ce que moi j'appelle les forces inertielles qui soutiennent en fait un appareil de pouvoir qui est en même temps un appareil idéologique très très fort, et au sein duquel ceux qu'on peut appeler les traditionalistes présents au sein des cours royales ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle absolument essentiel. Alors on a affaire à une illusion d'optique, en quelque sorte, c'est celle d'une histoire immobile des sociétés africaines. Alors là, je ne reprends pas évidemment tous les poncifs, mais elle est très très forte, et en même temps, c'est une ruse de l'histoire, parce que ces stéréotypes ont été consolidés au cours de la période coloniale. Donc c'était une partie de l'Afrique qui était colonisée par la France, et on y voyait volontiers des sociétés qui n'avaient pas nécessairement d'histoire, mais dont on pouvait quand même retracer plus ou moins l'origine mythique, mais qui étaient plutôt l'affaire des anthropologues, des ethnographes, à peine des sociologues et encore moins des historiens. Hein. Donc ils étaient pris eux-mêmes en fait dans cette ruse des traditionalistes qui font passer la tradition pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la répétition du même. Et là, je m'appuierai sur ce qu'a dit François Hartog précisément en reprenant la racine d'un mot qui est latin, faire passer, transmettre, remettre. Bon, chez les Mossi, la tradition, c'est Rogan Miki, ça veut dire littéralement ce que l'on est venu trouver à la naissance. Et quand on a le sentiment que le rituel auquel on assiste, que la symbolique, qui est celle de la cour royale par exemple, etc., ont été transmises de génération en génération sans altération, alors la ruse des traditionalistes a très bien fonctionné. Bon, c'est vrai que je donne une vision un peu instrumentale des choses, et constructiviste peut-être, mais c'est ça, moi, en tant qu'historien, qui m'a intéressé, c'est de voir dans quel cas ça fonctionne, dans quel cas ces imaginaires sont, au sens de Benedict Anderson, hein, c'est-à-dire la formation d'une communauté imaginée. On a le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun sans se connaître tous en face à face. Hein. Eh bien, comment tout cela s'est construit? Et quelque chose qui m'a paru essentiel, je ne vais pas être trop long, mais c'est qu'en réalité, il suffit de s'interroger un petit peu sur cette histoire au long cours des sociétés ouest-africaines pour se rendre compte que ce sont des sociétés très dynamiques, qui ont connu pratiquement des révolutions religieuses, culturelles, démographiques, etc., extrêmement fortes, que tout cela s'est amplifié au cours de la période coloniale au 19e, 20e siècle, et que, pour autant, s'est posé de manière continue la question du déforcement de la tradition, c'est-à-dire quel est le seuil d'acceptabilité au changement? À partir de quand la tradition peut être modifiée sans passer pour une rupture radicale avec le passé, avec les habitudes? Donc ce seuil d'acceptabilité au changement, eh bien, on l'observe encore aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce souverain qui est joueur de football, qui est gardien de but. Il porte sur sa tête un bonnet qui symbolise le pouvoir royal depuis la fin du XVe siècle. La tradition, comme on l'appelle, voulait que
si le roi perdait ce couvre-chef en public, il devait être mis à mort immédiatement. Quand il joue au football, il arrime bien son bonnet sur la tête, hein, pour surtout pas le perdre, mais les critiques ne viennent pas de là. Elles viennent du fait qu'il est gardien de but et que donc il est susceptible d'encaisser des buts et donc de perdre. Or, le souverain s'immisçant dans la vie politique moderne, entre guillemets, ne peut pas être le perdant. Il est le souverain. Il ne peut pas soutenir un parti qui pourrait perdre une élection ou être renversé par un autre. Et donc, il y a eu un déchaînement dans la presse autour de cette affaire du football, et c'est pas simplement lié au bonnet, mais simplement pour savoir jusqu'où peut-on aller dans finalement le changement. Hein. Donc c'est un petit dosage qui est extrêmement délicat, qui a été toute l'affaire de ces siècles d'histoire. Et je terminerai par dire que un grand anthropologue, Georges Balandier, a très bien montré que effectivement la modernité et la tradition étaient, disait-il, l'avers et le revers d'une même pièce. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, avec toujours ce risque de déforcement et d'en arriver à une sorte de néo-tradition. Un historien britannique, Thomas Peer, l'a bien montré, c'est-à-dire quelque chose qui entre plus en résonance avec un ensemble de pratiques et un imaginaire collectif. Et c'est là que la rupture se fait. Donc voilà, j'ai voulu brosser à grands traits cette question-là, mais je pense que dans les échanges, on aura bien sûr l'occasion d'approfondir. Merci infiniment, Benoît Beuchet. Et vous nous avez évidemment... alors, vous nous avez non seulement dépaysés, c'était donc passionnant, mais vous nous avez fait comprendre qu'il y a une articulation très étroite entre la tradition, la force de propulsion de la tradition, et la création justement de normes ou de standards plus moderne. Alors, c'est le moment peut-être justement d'ouvrir davantage encore le cercle de notre débat de ce soir, puisque cette question de la modernité est redéfinie au fond à l'aune de vos 3 premiers exposés. Et je crois qu'il y avait plusieurs réactions. Marc Libiès, vous souhaitiez intervenir, j'ai cru le comprendre, voilà, ainsi que Pierre Rabaté, me semble-t-il également. Bonsoir. Je voulais reprendre un petit peu ce que Roger Daché a dit tout à l'heure de René Guénon, qu'il avait beaucoup influencé notre compréhension de la tradition maçonnique. Et j'aime cette idée, moi, chez lui, que les maçons portent une tradition sans toujours la connaître, une tradition d'une certaine manière plus grande qu'eux. Et c'est cette idée, moi, que j'ai essayé de reprendre, mais avec un sens très différent, dans deux directions peut-être complémentaires. C'est l'idée que la maçonnerie porte des traditions de manière objective et qu'elle a une forme de méconnaissance de ce qu'elle porte. La première tradition, je la détaillerai pas, je ne l'ai pas détaillée dans la chronique, c'est ce que 2 auteurs, Maurice Agulon et plus près de notre champ maçonnique, Yves de Beaurepaire, ont analysé, c'est une forme de sociabilité. Le mot d'ailleurs sociabilité a été employé la première fois dans l'ouvrage de Maurice Agulon sur les maçons, les pénitents de la Haute-Provence. Et pour aller à un résumé schématique, mais je crois important pour nous, il distingue une sociabilité notabiliaire qui fait que le loisir est le prolongement du travail. Le franc-maçon travaille en maçonnerie, mais d'une certaine manière parce qu'il est toujours en train à la fois de s'amuser et de travailler, alors que la sociabilité populaire, pour Maurice Agulon, au contraire, oppose de manière forte ce loisir et travail. Loisir et travail. Et je crois que c'est important parce que notre maçonnerie reste marquée par cette idée que travail et loisir sont 2 choses qui finalement vont ensemble. Et la deuxième grande tradition, je crois, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans les différents articles de la chronique, c'est la tradition philosophique. Alors il y a un lien entre les écoles antiques et notre maçonnerie. Les écoles antiques, Paul Venn faisait remarquer que le stoïcisme a été la grande pensée jusqu'au XVIIe siècle, donc au moment où la maçonnerie, comme ça a été dit, se constitue. Et ces écoles, elles ont ceci de proche de nous, qu'elles étaient communautaires, que la réflexion aussi faisait à plusieurs, toujours à plusieurs, avec parfois des directeurs de conscience, et aussi et surtout que c'était plutôt dit Pierre Hadot, plutôt le choix d'un style de vie qu'un système au sens moderne de thèses, d'arguments, que les arguments et les questions théoriques venaient finalement
à la défense et à l'appui de ce mode de vie. Et je crois, moi, c'est ce que j'essaie de suivre, que notre tradition maçonnique, elle est bien sûr modernisée, elle prend l'héritage d'une philosophie plus individualiste, elle pose toute une série de questions qui sont ouvertes aux loges sur qu'est-ce qui est l'essentiel, comment se comporter en communauté, comment faire sens ensemble, mais elle essaie de faire un alliage entre cette tradition antique et cette manière renouvelée de poser les questions de la vie juste. Merci infiniment. Alors on appelle, non pas au parloir, mais au lutrin, Marc Libiez. Donc je rappelle que vous êtes philosophe, helléniste également. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Tout à l'heure, Jacques en parlait, le culte du nouveau, l'espérance par principe. Alors comment vous voyez, personnellement, cette articulation complexe, mais passionnante, entre la tradition, j'ai plus de micro, je suis désolé, entre la tradition et la modernité? Oui, alors, je t'ai demandé la parole au lutrin, parce que je voudrais tenir un discours tout à fait différent de celui qui vient d'être tenu, enfin de ceux qui viennent d'être tenus. Ce qui ne peut que réjouir un animateur de débat. Non, mais différent ne veut pas dire hostile, mais simplement, moi je ne suis pas du tout historien. Et Jacques m'a défini tout à l'heure en disant philosophe, j'accepte tout à fait ce mot, mais je voudrais expliquer la différence de démarche. Et une des différences, c'est le rapport à la temporalité. Et je vais commencer en disant aussi, au fond, pourquoi est-ce que je suis franc-maçon? Ça fait plus de 35 ans que je le suis. Comment je me suis retrouvé là? Et c'est parce que j'ai profondément, ma démarche intellectuelle est celle de la philosophie. Et la démarche philosophique se distingue de celle de l'historien, se différencie de celle de l'historien, au sens où c'est un point de vue quasiment opposé. Ce qui intéresse les historiens, c'est ce qui change. Ce qui intéresse le philosophe, c'est ce qui ne change pas. Et on peut parler de la même chose, mais en insistant ou bien sur ce qui a changé, ou bien sur ce qui ne change pas. Et philosophiquement, je me définis comme platonicien. C'est pas très moderne. Mais un historien s'intéressant à Platon pourra parler de l'environnement culturel du platonisme, des conditions linguistiques, sociales, etc., d'apparition du platonisme. On pourra faire aussi, un historien de philosophie pourra mettre en évidence les points sur lesquels Platon déraille ou dit des choses qui ne sont plus supportables. Bien. Le regard du philosophe n'est pas le même, il est le contraire. Ce qui va m'intéresser chez Platon, c'est ce qui aujourd'hui est vivant. Il y a par exemple un texte de Platon, un texte d'une page dans le Phèdre, où il s'en prend à l'écriture. Et les critiques qu'il formule contre l'écriture sont, mot pour mot, celles qu'aujourd'hui nous pourrions faire à Wikipédia. C'est-à-dire le fait, on va croire qu'on a le savoir parce qu'on l'a sur l'étagère, il suffit d'aller y voir, on l'aura, oui d'accord, mais on ne l'aura pas dans la tête. Et cette page du Phèdre est valable aujourd'hui, telle qu'elle. Sauf qu'au lieu d'écriture, vous pensez à Wikipédia et ça y est. Et puis peut-être aussi que ça peut nous poser des questions à propos de l'écriture elle-même. Vous pouvez avoir aussi, d'une manière plus négative, dans Platon toujours, dans les lois, une description d'un état idéal. Il y en a plusieurs descriptions, mais celle dans les lois est particulièrement développée. Et l'état idéal des lois réalise très bien la dictature bolchevique avec le goulag. Alors, je dis, je suis platonicien, je ne pouvais quand même pas accepter une chose pareille. Non, non, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, par quel raisonnement, Platon en arrive à justifier des pratiques qui sont celles du goulag, alors que, et comprendre la démarche intellectuelle, comprendre comment il peut en arriver là, peut nous aider à comprendre comment nous, enfin pas nous aujourd'hui, mais comment au XXe siècle, on a pu en arriver à passer du désir de révolution communiste à la construction de la dictature bolchevique, du goulag, etc. Et c'est cela qui va nous intéresser dans la philosophie. Et je sais bien que par beaucoup de points, Platon, c'est mort. Mais par beaucoup de points, Platon, c'est vivant. Et je dis Platon, je pourrais dire Descartes, je pourrais prendre un exemple à propos de Descartes qui est assez frappant. Descartes a dit que
il y avait deux points qui pour lui étaient essentiels à sa doctrine, et que s'il était contredit sur ces deux points-là, eh bien son système se cassait la figure. Et ces deux points, c'est la circulation du sang. Lui, il nie que le sang circule, et il nie que la lumière est une vitesse. Il considère que la lumière est immédiate. Or, on a démontré la circulation du sang et l'existence d'une vitesse mesurable, enfin finie pour la lumière, dans les années qui ont suivi la mort de Descartes. Donc on peut dire, tout ce qui tient à ça tombe à l'eau. Mais est-ce que la pensée cartésienne tombe à l'eau? Pas pour autant. Et la démarche philosophique consiste à se demander ce qui reste, ce qui reste vivant, ce qui peut nous importer. Et la philosophie, le regard philosophique, c'est un regard vers la tradition. La tradition, comme l'a dit le professeur Hartog tout à l'heure, c'est la transmission. Donc, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est ce qui m'a été transmis quand je lis Platon. Quand je lis Platon ou d'autres. Et donc, cela, c'est autre chose que le conservatisme à quoi on associe souvent l'idée de tradition. Le conservatisme politique consiste généralement à considérer qu'il ne faut pas changer la réalité actuelle, puisque la réalité actuelle est là depuis des siècles, pour pas dire des millénaires. Or, à peu près à chaque fois, c'est faux. La réalité éternelle que veulent défendre les conservateurs, elle n'est pas éternelle, elle date de la génération d'avant, ou elle date de quelques années. Et on a ça quelquefois d'ailleurs en maçonnerie. Si on fait l'histoire de certaines choses en maçonnerie, on s'aperçoit que quelque chose que l'on croit, tel rituel, telle parole, etc., qu'on croit très ancien ou très ancienne, date de 1975, par exemple. Je donne cela au hasard. Et on croit, et dans le conservatisme, on croit que les choses ont toujours été comme ça, comme elles sont maintenant. Et s'intéresser à la tradition, c'est aussi voir les choses dans leur historicité. Vous m'autorisez une question à ce stade? Parce que c'est passionnant ce que vous dites. Oh, sûrement, oui. D'un point de vue philosophique, justement, oui. Pas d'historien, comment expliquez-vous que tant de révolutionnaires, alors ça commence d'ailleurs avec la Révolution française, hein, et ça se poursuit ensuite avec le socialisme, le communisme, se soient référés à des traditions. Je pense à une phrase, j'ai préparé un peu, j'ai pachoté pour cette soirée, de Walter Benjamin, qui disait « Nul ne peut échapper à la sommation du passé. Nul ne peut échapper à la sommation du passé. » Donc il y a un lien entre le réformisme radical et même la révolution et l'appel à la tradition. Comment le comprenez-vous d'un point de vue philosophique? Ce qui est amusant, c'est que vous me demandez de répondre à cette question et j'allais le dire avant même que vous posiez la question. Je suis désolé. Non, au contraire, ça prouve qu'on a eu une entente, si j'ose dire. J'ai été frappé du fait que, par mon métier, je travaille dans le système parlementaire, je travaille au Sénat. Et donc j'ai été amené à regarder les comptes rendus des séances du Sénat à diverses époques, et en particulier sous la Convention. Et quand vous lisez le compte rendu des séances pendant la Convention, vous constatez qu'ils sont obsédés par Rome. Et je serai Brutus, et tous, les grands orateurs conventionnels se réfèrent à Rome. Et quand ils fondent la République, ils ne pensent pas à la République de Venise, ils ne pensent pas à la République des Provinces-Unies, ils pensent à la République romaine. Et ils se vivent en nouveaux romains. Et d'ailleurs, quand la République tombe, on instaure le consulat, nouvelle référence romaine. Et celui qui s'est fait proclamer consul, il se prend ensuite pour Auguste. Il crée l'Empire. Et donc, la Révolution française crée du nouveau, en l'occurrence la République française, pour le dire comme ça, en référence à quelque chose de très vieux, et en étant obsédé par ça. Et la tradition joue de cette manière. Et la modernité de la tradition joue de cette façon. Mais vous avez parlé de la Révolution française, mais on peut continuer. La Révolution de 1848, elle est faite en référence à la Première République. Et d'ailleurs, la République de 1848, c'est pas appelé Deuxième République, mais Seconde, parce que c'était définitif. Il n'y aurait pas besoin d'en faire une troisième. Donc, en 1848, et on essaie d'accomplir le projet des Jacobins. Donc, on se réfère à une tradition. En 1871, on se réfère à l'échec de 1848. Et Lénine parle de la Commune de Paris. Donc la construction de la modernité politique, en l'occurrence, se fait en référence à la tradition. C'est-à-dire que la tradition est ici la meilleure manière de penser
dans la durée. Je m'interromps là-dessus. Merci infiniment pour cet exposé, Marc Libiez. Alors, je cède la parole à Dominique Jardin. Vous vouliez dire un mot? Ouais, venez au Lutrin également, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous avez entendu les analyses qui se sont passionnantes, qui se sont succédées jusqu'à maintenant, Dominique Jardin? Il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Moi, je vais rester dans le champ maçonnique, maçonnico-maçonnique. Et votre domaine de spécialité, comme Roger. Hein, voilà. Et repartir, en fait, de ce qu'évoquait Roger, notamment cette tradition telle que se l'approprient les maçons, c'est-à-dire, en fait, sans tourner autour du pot, dans un sens guénonien du terme, en tout cas jusqu'à une époque récente. C'est-à-dire que beaucoup, eh bien, nous sommes amenés à choisir la tradition dans laquelle nous prétendons nous inscrire. Et simplement, la modernité, c'est peut-être de dépasser justement toute cette approche guénonienne et de l'historiciser. Parce que la tradition n'est peut-être pas inventée, pour reprendre Hobsbawm, mais en tout cas, je pense que dans le champ maçonnique, elle est construite. Et la preuve, c'est que quand Roger parle de la tradition qui est perdue, en fait, c'est surtout la parole qui est perdue, même si elle peut être une déclinaison de la tradition. Mais sinon, la tradition, il en reste des débris. Et tout le problème, ça va être comment reconstruire à partir de ces débris quelque chose qui tienne et qui s'enracine, bien sûr, dans un passé mythique. Or, tout le problème de l'historiographie maçonnique, c'est que pendant très longtemps, la seule historiographie et la seule histoire maçonnique qui a existé, ça a été une histoire mythique. C'est l'histoire des discours historiques qui sont à l'intérieur des rituels. Et bien sûr, ces, entre guillemets, discours historiques sont tout sauf historiques. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord, mais les premiers historiens de la maçonnerie ne se sont pas intéressés aux rituels, ou vraiment par la bande et très peu. Donc ils se sont intéressés à l'histoire de la maçonnerie, qu'ils ont petit à petit contextualisé, en disant tout ça, ça ne tombe pas du ciel, mais ça apparaît à une époque déterminée, dans un certain contexte, et par conséquent, il va y avoir un éclairage fondamental sur l'histoire maçonnique. Mais après, et le pas supplémentaire qui là, à mon avis, nous introduit justement le premier pas vers la modernité dans le champ maçonnique, c'était cette contextualisation indispensable. Mais ensuite, c'est quand on s'attaque au nucléus fondamental, celui du rituel, qu'est-ce qu'on fait de cet objet? C'est-à-dire, est-ce qu'on est autorisé, puisque le propre d'un rituel, c'est pas touche. On n'a pas à changer un rituel, il est immuable, il est sacralisé, puisque nos ancêtres qui formaient hier la chaîne d'union ont construit, ou en tout cas on ne dit pas construit, ils ont hérité, ils sont les dépositaires de ces rituels. Donc sitôt qu'on commence à dire on peut démonter le réveil d'un rituel et aller voir quels sont ces éléments, et puis tiens, si on le comparait avec un autre rituel, peut-être au site d'une autre ou juridiction, ou obédience, ou rite, puisque chacun choisit sa tradition. Simplement, le mot tradition, c'est comme les yaourts. Vous avez la fabrication traditionnelle. Donc le consommateur, il est amené à choisir le traditionnel parce que c'est labellisé comme pertinent. Si c'est un yaourt hyper moderne, ça va être moins valable. Vous dites à un frère ou à une sœur qui rentre en franc-maçonnerie qu'il ou elle est l'héritière de bâtisseur de cathédrale, vous lui faites taper 3 coups, il n'en peut plus. Si vous dites vous allez vous inscrire dans la ligne de Retier de Montalot, de la grande noblesse du XVIIIe, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire que vous choisissez, et là un grade c'est pareil. Quand vous avez des grades de Rose-Croix, vous choisissez les grades de Rose-Croix auxquels vous voulez, j'allais dire, vous intéresser, en fonction de la date. Vous pouvez avoir un Rose-Croix protestant, un Rose-Croix catholique, un Rose-Croix complètement agnostique, un Rose-Croix alchimique, un Rose-Croix ce que vous voulez. Il suffit de prendre la date et le rituel correspondant. Par conséquent, cette souplesse, sauf que là, il va y avoir le problème de la transmission, puisque, comme vous le disiez, la transmission, c'est ce qui va essentialiser la tradition. C'est moins la tradition en elle-même qui serait essentialisée que le vecteur par lequel on va avoir accès à ce corpus. Et là, le marché est ouvert. On choisit son obédience, on choisit sa juridiction, on choisit son rite, on fait ce qu'on veut. Simplement, souvent on ne le dit pas.
Par conséquent, il va y avoir des tas d'enjeux, et derrière, bien sûr, celui de la tradition, qui labellise, qui marque de son sceau la bonne, entre guillemets, maçonnerie, se profile l'enjeu de pouvoir de la régularité, bien évidemment. Puisque le pur jus, ce qui nous relie d'âge en âge dans la meilleure tradition guénonienne, et qui est donc par définition inattaquable, eh bien, c'est la tradition primordiale. Donc, on bascule dans l'essentialisme. C'est pour cela qu'il y a des enjeux considérables, avec un gros mot qu'on ne prononce jamais en maçonnerie, qui s'appelle l'enjeu idéologique. C'est-à-dire, derrière, une fois qu'on a désossé tout cela, qu'est-ce qui reste? Quels sont les enjeux de pouvoir? Comment ça fonctionne? Comment un rituel? Et on peut refaire toute l'histoire, y compris de ces rituels, et non seulement de la partie maçonnique. Mais quand on prend un rituel, comment se fait-il qu'à telle époque, tel rituel va avoir telle manière de fonctionner et en positionnement par rapport aux autres rites qui ont pris le même corpus, mais qui l'ont décliné d'une manière différente. Et l'histoire nous permet d'avoir une sérénité à poser tous les documents sur la même table, à les comparer sans jugement de valeur, sans dire c'est notre rituel le bon ou le tel rituel qui serait valable et l'autre pas du tout. Il y a un exemple fantastique que je cite là dans l'ouvrage que je fais sur l'alchimie, parce qu'à propos de l'alchimie, les francs-maçons aujourd'hui, ils lisent Fulcanelli, en veux-tu, en voilà. Mais Antoine Calvet sur l'alchimie au Moyen-Âge, ils n'ont jamais lu. C'est-à-dire qu'il y a la maçonnerie donne quand même une clientèle captive à ce que j'appelle poliment des niaiseries. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai pas de côté, c'est de remettre les choses en ordre et de s'approprier à la fois avec sérénité, mais des choses un peu sérieuses. Et il y en a beaucoup. Quand il n'y en avait pas, on avait des excuses, on se rabattait sur Guénon. Mais maintenant, Guénon, et en plus, quand Guénon est réédité, il n'est jamais contextualisé. Il n'y a jamais une note de l'éditeur ou une présentation, etc., disant, attention, vous mettez les pieds là-dedans dans un truc bizarroïde. Bon, et tout le monde y va. Guénon, 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 hors de Guénon, point de salut. Mais il y a des suiveurs de Guénon. C'est comme les peintres du XVIIe, il y a les suiveurs. Et donc, ce qui se vend le mieux, c'est les suiveurs. Par conséquent, je insiste sur les enjeux concernant la tradition et l'histoire à l'intérieur même du champ maçonnique et à l'intérieur même des juridictions et à l'intérieur même des obédiences. Donc ça me paraît, enfin je dis les choses un peu crûment, mais je préfère les dire parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que personne n'est innocent dans cette confrontation des idées, et c'est l'un des charmes de la maçonnerie, mais aussi un lieu où on devrait avoir l'esprit critique. Merci beaucoup Dominique Jardin pour cette quasi-planche. C'est une très belle planche que vous nous avez faite. Alors je me retourne vers vous, François Hartog, peut-être aussi vers Roger Daché, à ce stade de notre discussion, de notre réflexion collective. Vous avez insisté d'ailleurs à l'instant, Dominique Jardin, sur la relation entre la tradition et l'histoire en maçonnerie, mais si on sort et on globalise le propos à l'intérieur du monde profane, comment expliquez-vous l'un et l'autre que dans notre époque contemporaine, on s'interroge tellement, notamment dans le champ politique, sur la transmission? Pourquoi la transmission est-elle devenue à ce point un enjeu et vraisemblablement aussi une difficulté, une problématique? Alors, un enjeu, une difficulté, assurément. Un enjeu, assurément, une difficulté, assurément, voire le sentiment d'une impossibilité, puisque nous parlons de beaucoup de transmissions précisément pour déplorer qu'elles ne se fassent pas ou qu'elles ne puissent plus se faire. Et moi, j'inscrirais cette interrogation dans la question du rapport au temps, justement. Puisque si je reprends d'un mot ce que j'évoquais en commençant, c'est-à-dire dans le monde de la tradition, c'est le passé qui est la catégorie dominante. Vous avez cette phrase de Tocqueville que j'ai souvent citée à la fin de la démocratie en Amérique, quand Tocqueville dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Bon. Eh bien,
quand il écrit cette phrase en 1840, il marque justement la fin de cet ancien rapport au temps, de cet ancien régime d'historicité, quand le passé éclairait l'avenir. Et la Révolution française, pour lui, c'est justement ce moment où la lumière ne vient plus du passé. Bon. Et donc l'esprit marche dans les ténèbres. Et quand la lumière vient du passé, eh bien on est dans une modalité du rapport au temps telle que la transmission peut se faire. Puisque, encore une fois, on va voir vers le passé, chercher des exemples, des leçons, tout ce que vous voudrez, mais pas pour le passé lui-même, pour agir de manière informée dans son présent. Quand c'est à ce bruit, eh bien vous avez le début de ce rapport au temps nouveau, moderne, le temps moderne, un peu ce que vous évoquiez d'ailleurs dans la fin du XVIIe, début du XVIIIe, où vous avez vos maçons qui se disent tout est foutu, et puis qui en même temps s'interrogent, ne cessent de s'interroger, enfin une espèce de moment d'effervescence intellectuelle. Bon, parce que précisément ils ont l'impression que cette tradition s'en va et qu'ils n'arrivent pas à formuler la nouvelle manière de prendre, de se rapporter à ce qu'ils prétendent être. Bon, alors c'est le passage de cet ancien rapport au temps moderne, où c'est le futur qui devient la catégorie dominante. Bon. Et quand c'est le futur qui devient la catégorie dominante, alors à ce moment-là, c'est le futur qui éclaire le passé. Ici, on prend cette image, c'est le futur qui éclaire le passé et le présent. Donc, on va du côté du futur, on se tourne vers le futur pour savoir comment agir dans le présent. Et ça veut dire que si vous faites de l'histoire, vous écrivez une histoire téléologique. Bon, comme toutes les histoires du 19e ont été écrites avec la nation, le prolétariat, tout ce que vous voudrez, comme figure ultime qui donne la lumière sur tout ce qui a précédé. Bon. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir une forme de transmission, puisque c'est l'ancien schéma, mais le passé a été remplacé par le futur, mais le schéma lui-même fonctionne toujours. C'est le futur qui est l'historia maîtresse de vie, si on veut. Bon. Mais quand ce futur lui-même devient problématique, perd de son évidence, perd de sa force d'entraînement, comme nous l'avons vécu dans nos sociétés depuis occidentales, depuis les années 1960-1970, eh bien, l'esprit marche à nouveau dans les ténèbres. Et on ne peut plus remettre en marche ce que j'appelle l'ancien régime d'historicité. Le régime moderne n'est plus opératoire, ne reste que le présent. Et dans le présent, que j'appelle présentisme, dans ce présent, vous ne savez pas vers quoi vous tournez. Alors, justement, avant que Roger aussi réponde là-dessus, non mais regardez le micro, je vous en prie, François Arteuil. Est-ce que vous avez le sentiment que, au fond, la maçonnerie, les obédiences maçonniques peuvent être un peu, dans ce moment de désorientation, une sorte d'avant-garde pour retrouver le sens de l'avenir, ou en tout cas retrouver une capacité de projection dans le futur? Oui, alors évidemment, je ne peux pas parler pour la maçonnerie, mais il me semble... que vous la regardez comme tout le monde. Oui, non, mais il me semble que... il n'est pas étonnant que les maçons, ou certains maçons, se posent de manière assez aiguë cette question. Bon, puisque la maçonnerie s'inscrit quand même dans son histoire du côté du temps moderne, du côté de ce que moi j'appelle, encore une fois, le régime moderne d'historicité. Bon. Et ils sont bien obligés de percevoir cette crise du rapport au temps. Bon. Et du même coup, ils sont amenés à questionner leur tradition et à s'interroger sur ce que pourrait être un temps dans lequel un futur pourrait retrouver une certaine force d'entraînement. Bon. Et toutes nos sociétés en sont là aujourd'hui. Et avec des difficultés considérables,
que je n'évoque que d'un mot, c'est tout le problème de cette ère nouvelle du temps qu'on appelle anthropocène. Merci beaucoup, François Hartog. Alors, Roger, même motif, même punition. Non, justement, il me venait à l'esprit une réflexion en vous écoutant. Il y a un élément qu'on peut verser au dossier. C'est la manière dont la franc-maçonnerie gère le temps, précisément. Elle le gère d'une façon tout à fait particulière, parce qu'elle le gère d'une manière symbolique, c'est-à-dire qu'elle en prend le contrôle à travers ses rituels, qui par définition sont la permanence réactualisation, la permanence représentation de quelque chose qui vient d'un passé indéterminé, mais qui pourra continuer à agir dans un futur incertain. Et il y a dans la vie et dans la vie interne et dans la dynamique interne de la franc-maçonnerie quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la spéculation philosophique ou intellectuelle classique, mais qui est aussi de la saisie du rituel comme un moment où l'on interrompt la marche du temps et plus précisément où on s'en empare, puisque, pour rentrer dans les détails symboliques, les francs-maçons, quelle que soit l'heure du jour où leur réunion commence, disent qu'elle commence à midi et qu'elle s'achève à minuit. Ça peut faire sourire les profanes, mais en réalité, ça a un sens, je crois, profond. Donc je voulais simplement verser cette pièce au dossier. La maçonnerie ne peut pas être conçue comme un milieu exclusivement intellectuel si on ne considère pas sa dimension rituelle qui est fondatrice. On fait échapper un élément majeur et original. Or, dans la dimension rituelle, par définition, il y a la saisie du temps comme un perpétuel présent, mais un présent qu'on maîtrise et un présent qu'on peut représenter dans le futur tant qu'on le voudra. Alors, la réflexion s'aiguise, les esprits s'échauffent. Ouais, c'est à vous, cher Dominique Jardin. Alors, ensuite, Pierre Abatté. J'enchaîne directement, effectivement. 2 points à propos du rituel. Il y a la construction d'un temps à travers ce rituel. Le déploiement du tableau de loge, les chandeliers, etc., les paroles du vénérable vont construire un temps sacralisé et un temps qui échappe au temps, puisque bien sûr il est anhistorique ce temps. Et donc les maçons qui sont dans le temple et qui regardent le tableau de loge et qui viennent de participer à ce rituel sont projetés dans un présent, comme le disait Roger, tout à fait particulier, mais un présent qui échappe au temps. Donc il y a une mise en abîme du temps dans le temps qui est celui du temple lui-même, puisque la porte du temple est fermée, eh bien soustrait à l'espace-temps profane. Donc il y a plusieurs mises en abîme qui s'emboîtent comme cela et qui vont être essentielles dans le parcours maçonnique. Mais quand on évoque, et vous l'évoquez très bien, la transmission, j'emploie le mot aussi un petit peu provocateur de tri sélectif dans la transmission. La transmission, c'est pas le secret que je chuchote à l'oreille du frère qui va le répéter au frère, etc., etc. Au fur et à mesure, eh bien, et vous l'avez évoqué, on choisit, même si c'est subrepticement, même si c'est implicitement, même si c'est pas forcément conscient, on va choisir ce qu'on transmet. Donc ce processus de construction, il n'est pas innocent et on ne va pas sédimenter. Pendant une époque, eh bien, il y a eu une amplification des légendes. Quand la légende prenait trop d'importance, quick, on sortait la paire de ciseaux, on fabriquait un autre grade, et puis un autre, et puis un autre, et puis on arrivait comme cela à une glose sur la glose, qui est aussi une glose sur le temps, et on y arrivait comme ça. Mais au bout d'un moment, on a dit stop. Alors après, il y a d'autres rites qui se sont créés, etc. Mais cette idée de tri sélectif, ça veut dire que la tradition n'est jamais innocente et entre guillemets pure. Ceux qui essaient de faire croire cela, ça fonctionnait à une certaine époque, mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et c'est très intéressant, mais dans un temps mythique, qui échappe à l'histoire, mais qu'il faut repasser dans son contexte historique. Merci beaucoup Dominique Jardin. Alors, je crois que le tour de parole donne maintenant la parole à Pierre Rabaté. Je vous lis intervenir. Ensuite, Philippe Foussier. Et ensuite, ce sera le moment de vos questions, parce qu'il doit y en avoir beaucoup après les exposés si substantiels que nous avons entendus. Oui, merci. Je voulais ajouter deux remarques sur
le temps et notamment le régime d'historicité. La première, c'est que il me semble que même s'il y a un temps maçonnique, nos mythes sont très révélateurs d'un rapport au temps et d'un rapport un peu conflictuel. Moi, j'ai essayé de travailler sur la tradition orale, qui me paraît un mythe qui renvoie au passé, qui est quand même le mythe andersonien. La construction du temple, c'est le mythe du présent, et la concorde universelle, il y a quelques éléments dans Ramsay, mais c'est le mythe du futur. Et je trouve, moi, très symptomatique et étonnant que cette novation dans le rituel, que la mission de la franc-maçonnerie, c'est préparer la concorde universelle, donc c'est le futur, elle date de 1955. Elle est très récente et elle est évidemment en tension avec une maçonnerie plus anglo-saxonne qui renvoie au passé. Donc il y a bien des régimes d'historicité, c'est la première remarque, en maçonnerie et dans notre rituel et dans nos mythes. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que je crois, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre Chronos, mais je crois qu'on aurait tort quand même de se désoler sur le présentisme. Je pense que dans la critique actuelle qui est faite, on va balayer devant notre porte, mais par exemple de la manière dont la sortie de l'esclavage a été faite aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, que on n'a pas indemnisé les esclaves, on a indemnisé les propriétaires d'esclaves, il y a des questions qui devraient nous faire réfléchir. Ce que je veux dire, c'est que la tradition qui est questionnée, l'espèce de saut toujours en avant qui évite de se poser des questions. C'est comme ça qu'on n'a pas parlé du rapport homme-femme, des inégalités entre les genres, des inégalités. Toutes ces questions qui sont très politiques ont été finalement très largement évacuées d'une réflexion qui considérait que dans le communisme et dans le socialisme intégral, ces questions disparaîtraient. Et je pense que dans l'intérêt des générations actuelles pour une politique un peu reformulée, il y a cette idée que les questions décisives, elles sont aussi des questions de principe et de vie juste. Et pour donner deux exemples, il me semble que la pensée de Kant, quand on dit fait que ta conduite puisse être la loi du monde, c'est pas une référence au futur, c'est une référence au présent, où quand on a une optique popérienne en disant que la politique, c'est l'ingénierie sociale et toujours trouver dans le débat des questions immédiates, c'est finalement assez proche d'un présentisme qui, moi, ne m'effraie pas. Alors vous êtes présentiste, Marc Libiez, ou vous êtes méfiant envers le présentisme comme François? Oui, alors c'était pas exactement là-dessus que je vais demander la parole. Juste, mon voisin a employé le mot grossier ici, femme. Je vois que cet objet est assez absent de ce côté. Alors c'est vrai que c'est pas une soirée, disons, super paritaire. Hein, pas vraiment, ça, non. Hein. Mais c'était pas pour dire. Je voulais quand même le mentionner. Non, c'est à propos de l'idée de tradition. Et je voudrais prendre un exemple sur qui n'est pas maçonnique, mais il me semble que réfléchir sur cet exemple peut aider à comprendre, à se situer face aux traditions. C'est à propos de la musique et de la musique, disons, antérieure à Mozart. Mettons Bach, ce qu'on appelle maintenant la musique baroque. Il est convenu, enfin il y a un débat entre musiciens. Comment est-ce qu'on doit jouer, mettons, les pièces pour clavier de Bach? Depuis quelques décennies, il semble évident qu'on doit les jouer sur des instruments ressemblant aux instruments de l'époque. Donc l'attitude perçue comme une attitude historienne, donc moralement très bien, c'est on ne joue Bach que au clavier, pour les pièces, que au clavecin, je veux dire. Mais il y a aussi toute une tradition qui a consisté pendant tout le XIXe siècle et les trois quarts du XXe siècle à jouer Bach sur des instruments modernes. En l'occurrence, les pièces pour clavier, de les jouer au piano. Et aujourd'hui, le débat existe toujours. Est-ce que, enfin, on peut faire les deux, on peut avoir les deux disques, mais ce qui m'intéresse, c'est le problème en tant que tel. Est-ce que il est préférable, de je ne sais quel point de vue, mais en tout cas se poser la question,
de jouer les pièces de Bach pour clavier sur instrument d'époque, quitte à écouter l'instrument d'époque sur une chaîne haute fidélité typiquement 20e ou 21e siècle, ça c'est un détail, façon de dire que c'en est pas un, ou bien est-ce qu'il est préférable de le jouer sur un piano afin de donner à entendre ce qu'il peut y avoir de moderne dans Bach? C'était la position de Pierre Boulez. J'ai dit. Merci infiniment pour ces réflexions qui ne sont pas éloignées de notre sujet, naturellement. Alors, le moment est venu, je crois, d'entendre aussi Philippe Foussier. Non, tu prends un micro? Non, tu vas au lutrin? Voilà. Est-ce que tu te sens une avant-garde du renouement avec la transmission? Ah, peut-être, on va essayer de voir. Je vais avoir une approche peut-être plus triviale et plus centrée sur la pratique maçonnique et sur l'ambition de la franc-maçonnerie. D'abord, avec l'idée que cette franc-maçonnerie, elle a été créée pour abolir les catégories du monde profane. L'historien André Combe dit elle crée un contre-modèle social dans une société d'ordre du XVIIIe siècle, en France notamment. Elle rassemble des hommes issus d'ordres différents et donc elle abolit ces catégories sociales dans lesquelles ils sont plongés à l'extérieur, dans lesquelles ils sont contraints à l'extérieur. Elle agrège donc à elle des hommes, puis des femmes. Nous sommes ici sous le regard vigilant. Je voudrais saluer la présence de la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, qui vient indiquer que nous ne sommes pas simplement entre hommes, et peut-être prendra-t-elle la parole. L'honneur est sauf, alors, c'est ça? L'honneur est sauf, ma chère Catherine. Avec l'idée donc d'agréger à nous des hommes et des femmes pour leurs vertus individuelles et leurs qualités propres, et non pas pour ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter à l'extérieur. L'une des ambitions de la franc-maçonnerie, au-delà de cette abolition des catégories sociales déjà du monde profane, c'est aussi échapper aux normes du monde profane dans l'ordre de la pensée. Et ça conduit notamment à tenter de vaincre ses propres préjugés, à se placer dans l'inconfort de la pensée, à penser contre soi-même éventuellement. Et l'espace symbolique qui nous est fourni par la loge, par la tenue, nous autorise, nous permet de construire une grammaire nouvelle avec laquelle nous allons pouvoir lire les rapports humains et nos propres rapports au monde. Il y a l'espace de la loge, il y a aussi la temporalité, cela a été évoqué à plusieurs reprises, cette temporalité différente qui fait que, alors, et notamment au XXIe siècle, alors que tout nous pousse sans cesse à être dans l'urgence, dans l'immédiateté, tout nous oblige à penser vite, à nous déplacer vite, à trancher vite, à décider vite, bref. La franc-maçonnerie, elle, rompt avec cette injonction permanente parce que c'est une école de patience. C'est d'abord une école d'émancipation, mais c'est aussi une école de patience et c'est extrêmement important et c'est peut-être aussi d'ailleurs la raison pour laquelle cette franc-maçonnerie, elle continue à attirer des gens, et notamment des jeunes, qui sont pourtant hyper connectés, mais qui viennent chercher dans la franc-maçonnerie un endroit dans lequel ils peuvent se poser. Ils peuvent précisément apprécier et s'enrichir par la lenteur que leur permet la méthode maçonnique. Les outils symboliques qui sont fournis aux francs-maçons permettent donc de penser autrement, et de ce point de vue, la maçonnerie ne fonctionne pas très différemment de la manière dont elle fonctionnait au XVIIIe siècle ou à la fin du XVIIe, pour reprendre des débats sur lesquels je ne m'aventurerai pas. C'est donc, selon moi, une tradition inscrite dans la modernité, une tradition qui doit mettre en tension son rapport à la modernité, je ne parle que du courant maçonnique libéral et adogmatique, celui qui veut conjuguer la démarche initiatique en amont et la résolution du fait social en aval, pour reprendre un terme cher au grand vénérable Philippe Guglielmi, ici présent.
Donc une tension qui conjugue et qui marie, qui harmonise cette double exigence. Tradition, modernité, travail sur soi-même, temple intérieur, temple extérieur, démarche initiatique, résolution du fait social. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, je fais un emprunt à un auteur. Je pense que la caractéristique de la franc-maçonnerie, c'est d'être, à travers une formule qui peut au premier abord paraître contradictoire, c'est le conservatoire du progrès. C'est un conservatoire du progrès, je vais le développer un peu, et je pense que si la franc-maçonnerie a réussi à se maintenir après 3 siècles, notamment en France, au milieu d'une succession de révolutions politiques, sociales, économiques, culturelles, techniques, bref, une succession de révolutions, c'est parce qu'elle s'est efforcée d'échapper sans cesse aux modes et à l'ère du temps. Et que si elle ne maintient pas cette exigence, cet effort d'échapper aux modes et à l'ère du temps, elle serait balayée. Il faut qu'elle sache résister à cette injonction qui lui est faite, et je vais y revenir aussi à travers la temporalité, la question de la temporalité qui a été évoquée par plusieurs orateurs avant moi, qui fait que si la franc-maçonnerie ne se distingue pas des contributions intellectuelles, idéologiques, pour reprendre le terme énoncé tout à l'heure par Dominique Jardin, si elle ne se distingue pas d'autres contributions qu'on trouve en masse dans le monde profane, elle finira par perdre sa plus-value et donc son intérêt. Elle finira par se diluer dans le monde profane qui l'environne, à se diluer donc à travers ce risque, et puis parce que elle peut aussi se disperser, ou trop se disperser dans ses sujets de prédilection. Moi, je considère, mais c'est un avis personnel, que sa mission première, c'est de consolider le socle humaniste et universaliste dont elle est issue. Elle fait corps avec la Renaissance et le siècle des Lumières. Ce n'est pas un hasard si elle est née à ce moment-là. Et donc, je considère que sa mission première et la mission première des francs-maçons, c'est d'abord de pérenniser, de consolider ce socle humaniste et universaliste. Et si elle se dilue, si elle incorpore trop, et c'est difficile pour la franc-maçonnerie libérale et adogmatique, qui veut justement concilier temple intérieur, temple extérieur, je n'y reviens pas. C'est très difficile. C'est plus facile pour la tradition anglo-saxonne, qui ne s'intéresse pas différemment à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si elle incorpore trop des méthodes de pensée et de pratique du monde profane, elle finira par disparaître. À quoi sert-elle, à quoi servirait-elle si elle ne fait que refléter ce monde profane dans tous les domaines, sociologiquement, idéologiquement, pour l'éclairer, ce monde profane, puisqu'elle a la prétention de le faire, elle doit donc partir d'elle-même, se recentrer sur elle-même, et non pas se laisser fasciner, comme c'est le cas parfois, par ce monde profane qui l'environne, et courir après. Justement en étant obnubilé par le présent. Et parfois, c'est ce qu'elle a tendance à faire, je pense, depuis quelques décennies. J'en veux pour preuve, après avoir étudié un peu ce que faisaient nos prédécesseurs dans la première moitié de la Troisième République, les travaux qu'ils réalisaient dans les loges, notamment sur les questions sociales. Question du travail, de la condition salariale, des retraites, de la protection des enfants, de la condition... Bref, il y avait une capacité à se projeter 30 ou 40 ans en avant. Ça a continué, ça a eu tendance à diminuer. Aujourd'hui, on doit faire le constat que nous sommes assez incapables de nous projeter dans l'avenir et que nous sommes surtout préoccupés, occupés, obnubilés parfois même, fascinés par le présent. Et donc je crois que si la franc-maçonnerie continue à être
à subir les injonctions de ce présentisme, elle deviendra incapable de penser au-delà du moment présent, elle sera enfermée dans ce présentisme, et donc elle sera incapable d'éclairer l'avenir. Et c'est donc la raison pour laquelle elle doit, en effet, encore une fois, c'est une ligne de crête difficile à tenir, elle doit à la fois concilier la tradition dans la modernité. Évidemment, elle ne traite pas les mêmes questions que celles qui étaient en vigueur au XVIIIe siècle, ni même au XIXe siècle. Il faut qu'elle s'empare de questions qui sont celles du moment, mais pas seulement celles du moment, celles qui vont surgir, celles dont on peut prévoir qu'elles vont surgir. Et nous n'avons pas pensé, lorsque nous voyons, par exemple, et ça sera ma conclusion, lorsque nous voyons ressurgir depuis une vingtaine ou une trentaine d'années les obscurantismes religieux et politiques avec une violence inouïe, comment se dire que nous n'avons pas loupé quelque chose, d'une certaine manière, les francs-maçons, que nous n'avons pas su anticiper ou percevoir les signes de ce retour en arrière formidable, enfin formidable, pas au sens qualitatif. Nous sommes passés à côté de quelque chose parce que précisément nous étions, je pense, un peu trop le nez rivé sur le présent, la tête dans le guidon. Donc c'est un effort considérable que nous devons consentir si nous voulons que cette tradition continue à être inscrite dans la modernité. Merci beaucoup, cher Philippe Poussier, pour ce bel exposé. Merci beaucoup. Alors, peut-être Roger Daché, un point de vue de surplomb, on va dire, par rapport à l'actualité politique, mais le retour, au fond, de ces questions fondamentales ne témoigne-t-il pas, effectivement, de ce que vous disiez tout à l'heure avec François Hartog, c'est-à-dire qu'on est dans une telle crise de l'avenir que dans alors là, je vais parler comme Antonio Gramsci, dans ce moment d'intermède, eh bien, au fond, entre la tradition et la modernité, entre, on va dire la première modernité et la postmodernité qui est en train de se construire, eh bien, au fond, il y a un engendrement de monstres. Est-ce qu'on n'est pas dans ce moment-là, et au-delà de ce qui est évoqué par monsieur, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce moment-là précisément, Roger Daché? J'avoue que je suis un peu sec pour répondre, parce que pour moi, l'objet maçonnique est un objet d'histoire. Et très clairement, et je le dis très gentiment, les gilets jaunes ne font pas partie de l'histoire de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre à cette question-là. Et je crois, j'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas le sujet. Il y a des moments où il faut le dire clairement. On est en train de parler d'un mouvement philosophique et initiatique qui s'est inséré à la fin du XVIIe siècle dans le grand basculement de la pensée occidentale, qui adresse des sujets majeurs de la conscience et de la tradition européenne et judéo-chrétienne, qu'il a essayé de traiter d'une façon renouvelée. Et comme on l'a souligné, non plus d'une manière globale, collégiale et communautaire, mais d'une manière individuelle. Parce qu'au fond, ce qui est caractéristique de ce basculement de la pensée, c'est la naissance de l'individu. Là est uniquement l'objet fondamental du mouvement maçonnique tel qu'il est saisi dans sa globalité historique. Alors maintenant, parce qu'il faut quand même essayer de répondre un tout petit peu à l'interrogation. Voilà, mais il y a une chose qu'il faut dire d'un point de vue historique, c'est que une partie de la franc-maçonnerie dans le monde, je dis bien une partie de la franc-maçonnerie dans le monde, singulièrement en France, mais pas seulement, à partir du milieu du XIXe siècle, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le dynamisme propre de la franc-maçonnerie, mais pour des raisons qui ont à voir avec l'histoire politique, sociale, économique, philosophique et religieuse de la France et des pays qui ont subi son influence à la même époque. Pour toutes ces raisons-là, la franc-maçonnerie a subi une mutation sociologique et en partie une mutation intellectuelle qui a fait pénétrer dans son champ la question politique et sociale. C'est indéniable. Alors, évidemment, par ce biais-là, on peut la récupérer. Mais ce qui est vrai, et là je reprends un mot je terminerai là-dessus, je reprends un mot de Philippe Poussier tout à l'heure. Il dit certaines choses sont plus faciles pour la tradition maçonnique anglo-saxonne qui ne s'occupe pas de tout ce qui est à l'extérieur du temple et dans la société, mais il a dit très subtilement qu'il ne s'en occupe pas de la même manière.
Ce qui veut dire qu'il y a une préoccupation de l'homme social dans la franc-maçonnerie, où qu'elle se trouve dans le monde. Si vous dites à un maçon anglais ou américain qu'il se contrefiche du sort des gens, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il va vous dire, notre loge donne 21 millions de livres à des associations caritatives tous les ans. Il va dire, toutes nos loges s'occupent de centres de rééducation des enfants, de cliniques, de centres d'accueil. Donc, ne me parlez pas, ne me dites pas que je ne m'intéresse pas à ce qui est dans la société. C'est archi faux et ce serait insultant. Simplement, il y a plusieurs manières de l'aborder. Voilà. Donc, c'était pour dire que le fait politique et social a indéniablement sa place dans l'histoire de la maçonnerie, c'est un fait, mais que son traitement peut varier en fonction non pas des caractéristiques fondamentales de la maçonnerie, mais en fonction du contexte historique et culturel dans lequel elle s'est développée. Le contexte historique et culturel de la France est très différent de celui, par exemple, de l'Angleterre, des îles britanniques ou des États-Unis depuis le 19e siècle. Merci à toi, cher Roger. Alors, on va prendre d'autres questions. Et voir combien et savoir combien de nos frères et sœurs se perdent dans l'exégèse de ce qu'aurait été la pureté d'un certain nombre de gestes. Je m'en arrêterai là. Merci voilà. beaucoup, c'est passionnant. Alors, vous achetez, vous, Capital Symbolique, Dominique Rousseau? Oui, moi ça me perturbe pas, Capital Symbolique, ça me perturbe pas. Mais il n'y a pas que ça. Et le problème que tu soulèves, que ce soit du point de vue du grand chapitre au nom duquel tu t'exprimes peut-être, ou de n'importe quelle autre structure qui s'oriente vers la modernité et vers la manière de penser le présent, y a-t-il une spécificité, j'allais dire autorisée, ou la construction valable d'une pensée spécifiquement maçonnique sur tel ou tel problème présent? Et à la limite, ça peut rejoindre le problème des gilets jaunes. Ça peut rejoindre n'importe quel problème. Est-ce que les maçons sont capables de produire un discours cohérent et pertinent, original, parce que maçonnique, sur telle ou telle problématique? Ils ont déjà du mal sur la laïcité, alors que ça devrait être les Mozart de la construction conceptuelle de la laïcité. Ils ont déjà beaucoup de mal à avoir autre chose qu'un flottement sémantico, bisounours et compagnie. Donc, c'est ça la vraie question. Le jour où les maçons seront capables de produire un tel... Alors bien sûr, individuellement, on va trouver les choses. Il va y avoir des travaux de loge, il va y avoir des articles dans Joabel, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais au niveau d'un... Je n'irai pas jusqu'à l'ordre, mais en tout cas d'une obédience, ou en tout cas d'une pensée historiquement datée. Il ne s'agit pas de retomber dans d'autres formes d'essentialisme. Mais par rapport à la modernité, par rapport au présent, sommes-nous capables d'avoir un point de vue maçonnique sur tel, si on en a un à peu près sur l'euthanasie, on en a eu un. Les exemples historiques ne manquent pas. Mais aujourd'hui, sur un certain nombre de problèmes, je pense qu'il est temps de réarmer conceptuellement la maçonnerie. Merci beaucoup, Pierre Abaté. C'est votre point de vue aussi? Pas exactement, mais disons avec une nuance. Moi, je pense que les traditions, en tout cas celles de la maçonnerie, peuvent être ouvertes. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, la tradition c'est la transmission, mais c'est aussi l'adaptation. Donc, de dire que une tradition c'est la réaction, moi je ne le crois pas. En tout cas, pas pour la maçonnerie. Alors pourquoi je voudrais répondre d'un mot à la première question sur les gilets jaunes. Pourquoi est-ce que la maçonnerie ne produit pas de discours toujours très convaincants sur les problèmes actuels? Moi, je pense que c'est pas une question d'être prisonnier de la tradition. Je crois que c'est plutôt une question d'organisation. On est dans le temple Groussier. Groussier a laissé une profonde empreinte. Il a parfois fait des choses de manière délibérée. C'est lui qui a décidé que à partir des années 20, les questions à l'étude des loges ne traiteraient plus les questions sociétales. Philippe Fossier disait tout à l'heure que la période glorieuse de la Troisième République, les questions de droit du travail étaient traitées par les loges. Ça a été interdit avec les fameuses questions
pour des raisons peut-être légitimes d'ailleurs. Donc, moi, je crois beaucoup à l'organisation, et avec une tradition identique, on peut avoir des schémas d'organisation très différents, et du coup, une capacité à réagir et à comprendre le monde autour de nous assez différent. Merci beaucoup, Benoît Beuchet. Alors, j'imagine que comme disciple de Georges Ballandier, vous ne pensez pas que la tradition est forcément une réaction, hein? Alors en effet, c'est tout à fait ça. Évidemment, il ne faudrait pas donner une vision non plus irénique, idéalisée de la tradition, hein. Beaucoup ont souhaité s'en affranchir parce qu'il y a une question aussi, à un moment de capacité d'action individuelle qui est brimée aussi par ça, hein. Donc le rapport de l'individu au collectif est pas toujours évident, y compris dans les sociétés de la tradition dont j'ai parlé. La ville, par exemple, c'est vraiment l'espace de l'anonymat par excellence. Et les mouvements migratoires, on va dire de migration interne des campagnes vers les villes, c'est aussi une façon finalement d'élargir son champ de liberté individuelle d'un certain nombre de traditions qui peuvent être vues comme des pesanteurs. Alors simplement, pour rebondir là-dessus, un collègue qui travaille sur la même zone que moi parle de modernité insécurisée, hein, et donc la tradition vise à sécuriser aussi ce parcours dans le changement qui, encore une fois, s'il paraît trop rapide, trop brutal, ne correspond en rien à ce qui fait notre éducation, notre parcours personnel, collectif, etc., on se retrouve dans un état de sidération, hein. Donc la tradition, c'est aussi ça, hein, c'est sécuriser l'entrée, ou en tout cas le parcours dans ce qu'on peut appeler la modernité. Et j'en veux pour preuve, pour terminer, que justement cette profondeur historique-là qui est portée par la tradition, elle légitime des positions, elle légitime des autorités, elle légitime des pouvoirs. C'est pas un hasard si les révolutionnaires se sont effectivement inspirés du passé, parce que tout en donnant l'illusion de faire table rase du passé et de créer une année zéro dans l'histoire de la société concernée, on se rend vite compte qu'un pouvoir, s'il veut être légitime et devenir s'inscrire dans le quotidien, il ne peut pas s'affranchir en fait de cette profondeur historique-là, ces fameuses forces inertielles dont j'ai parlé. Un exemple, au Burkina Faso, quand il y a eu la révolution du capitaine Thomas Sankara en 1983, il l'a faite au nom des idéaux de 1789, tout en cherchant à conférer à son pays, disons, une seconde indépendance. Il crée une année zéro, puis un an 1, 2, 3 de la République, etc. Et puis finalement, il tombe parce qu'il n'arrive pas à détourner les imaginaires préexistants, en fait, hein, et donc notamment les institutions dites traditionnelles qui n'ont pas permis justement de sécuriser en fait son projet révolutionnaire. Et enfin, il y a le problème de la mobilisation collective. Donc, je crois que c'est lié aussi en partie à la question de légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reviens sur l'idée de communauté imaginée. C'est pour ça que l'imagination, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour créer cette mobilisation collective, il faut partager une grammaire, hein, et puis encore une fois que tout cela entre en résonance avec des cultures, des savoirs, mais aussi des pratiques, hein. Donc, mais encore une fois, je voudrais pas non plus donner une vision complètement irénique de la chose. Mais en tout cas, c'est une vision plus décrispée que dans la société française, et c'est pour ça que c'est bien que vous nous apportiez votre regard éloigné, comme disait Lévi-Strauss. François Hartog, vous avez un regard éloigné aussi sur cette crise très contemporaine. En principe, oui. Mais je voulais simplement en revenir sur la question tradition-réaction. La tradition en elle-même n'est pas réaction. C'est l'usage qu'on en fait. Bon, et j'avais donné comme exemple possible ce qui se passe après la Révolution française, cette espèce d'appétit du Moyen-Âge, avec précisément toute une invention de ce Moyen-Âge vers lequel on se précipite. Donc, et là, on peut dire qu'on a un usage réactionnaire du passé. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce retour au Moyen-Âge n'a pas apporté des choses extrêmement intéressantes. Et puis, la mobilisation du passé par les révolutionnaires, c'est en effet quelque chose d'absolument irremplaçable. Bon, les révolutionnaires français ont mobilisé Rome, vous l'évoquiez, avec beaucoup d'appétit, mais la Renaissance, parce qu'on appelle la Renaissance, c'est bien enjamber ce qu'on qualifie à ce moment-là de Moyen-Âge, puisque là, ça n'existait pas, on qualifie de Moyen-Âge pour aller chercher quelque chose d'antérieur, c'est-à-dire l'Antiquité. Et du coup, on fait venir Rome, surtout, et un peu la Grèce, comme moyen d'échapper à l'étouffement de la scolastique, puisque c'est leur grande affaire, échapper à l'étouffement de la scolastique pour construire un monde moderne. Bon. Être moderne,
au XIVe siècle ou au XVe siècle, c'est justement aller chercher Cicéron. C'est pas pour Cicéron lui-même, c'est construire un monde moderne sur une parole antique. Merci beaucoup, cher François Hartog. Alors malheureusement, on a bien gagné notre salaire en cette soirée. On va prendre une toute dernière question. Je sais que ça va être... Alors comme j'ai le micro, je vais la poser. La dernière question. Pierre Mollier, contributeur occasionnel de la chaîne d'Union. Oui. Moi, je voudrais revenir sur ce processus de la naissance de la tradition. En prenant une expérience, une anecdote, un traumatisme personnel dont je vous fais part. Effectivement, quand je suis devenu maçon, on m'a parlé des traditions de la maçonnerie, la tradition. Et puis un jour, j'ai rencontré Roger qui m'a dit « Mais tu sais, la tradition s'est inventée, il faut lire le livre d'Eric Osborne, etc. » Donc j'ai lu le livre d'Eric Osborne et je me suis dit « Effectivement, nos augustes traditions sont inventées. » Sachant qu'en français, inventer, ça veut presque dire créer. C'est-à-dire on invente une histoire, c'est-à-dire qu'on se met devant une feuille blanche et qu'on écrit, etc. Et donc j'avais changé de croyance déjà une fois. Et j'ai un jour été à Édimbourg et j'ai visité la National Portrait Gallery. Et ça a été le lieu d'un traumatisme. Parce que Osborne prend justement les traditions écossaises, qui ont une grande réputation mondiale, comme quelque chose d'inventé au début du 19e siècle. Et quand on regarde tous ces tableaux écossais, on voit des gens en kilt, des chefs de clan, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Alors ça nous invite à quoi? Et c'est probablement la relecture de la pensée d'Osborne, c'est qu'en fait, c'est pas une invention, c'est un réaménagement. Et moi, j'ai été très sensible à ce qui nous a été dit dans la première communication, c'est que la tradition, c'est pas quelque chose d'immobile, c'est quelque chose d'actif. Et le sentiment que j'ai, c'est que tout c'est simplement, c'est le dialogue de l'homme avec son passé, avec son héritage, avec l'expérience humaine qu'on lui a transmise, et que c'est forcément quelque chose d'actif, et donc qui met en œuvre l'esprit, voire même l'esprit critique, parce que comprendre une tradition, c'est essayer de voir comment elle marche, et peut-être la critiquer, mais donc de ce traumatisme de voir qu'il y avait des tartans, des kilts et des chefs de clan au XVIIe, au XVIIIe siècle, je me suis dit que l'invention d'Osborne était peut-être une vision un peu systématique et nous invite, alors je veux pas apparaître comme la réhabilitation de la tradition, mais comme il prend cet exemple-là et qu'il en fait le modèle même d'un truc complètement inventé, c'est intéressant de poursuivre la réflexion à propos de cette tradition peut-être réinventée, mais surtout réaménagée avec des matériaux qui ont été réutilisés. Merci beaucoup, cher Pierre Mollier. Alors, on est magnanime, mais comme le monsieur, il levait la main en même temps que vous, on va quand même lui accorder sa question. Une courte question, vraiment, hein. En l'occurrence, est-ce que la méthode maçonnique d'accès à la connaissance, qui utilise des mots comme mystère, qui parle de grands mots comme l'initiation, alors, est-ce qu'on peut parler d'une voie traditionnelle par rapport justement à une modernité d'accès au savoir, par rapport à la connaissance? Voilà. En fait, c'est les conclusions. Un exemple. Deux exemples. L'exemple de Vitriol. Un grand historien de la maçonnerie qui s'appelle Charles Paulsey, passé à l'Orient éternel, disait Vitriol n'existe pas avant le 19e. Et effectivement, dans le cabinet de réflexion, il n'existe pas avant, même plus que le 19e. Mais Vitriol existe. Et il existe dès le Chevalier du Soleil au XVIIIe siècle. Par conséquent, il y a une migration des symboles. Deuxième exemple, le cabinet de réflexion est ce qu'on appelle communément le rituel Vilmorin, à propos du second degré, du deuxième grade, où en 1967, il y a des membres éminents de la loge L'Effort qui ont, j'allais dire, bidouillé un rituel. Bien sûr, le terme va paraître scandaleux, mais c'est exactement ça. Mais dans une voie traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont repris les écrits de Vers et ils les ont injectés, j'allais dire picousés, dans le rituel de Compagnon avec les marches, la démarche alchimique, etc. Donc ils ont créé vraiment une tradition. Ils l'ont rendue vivante. Ils se sont appropriés une voie traditionnelle via un corpus alchimique qui n'existait pas avant Vers, en tout cas dans ces grades-là, même s'il existe dans d'autres grades, mais il y a un rapatriement de tout un corpus traditionnel que l'on va redistribuer, non pas au petit bonheur la chance, mais au service d'une logique et d'une démarche véritablement et initiatique et traditionnelle. D'où le très grand succès de ce rituel dit Vilmorin. Personne ne dit que c'est un rituel qui date de 1967, mais tout le monde se l'est approprié, ou en tout cas beaucoup.
Voilà un exemple de voie traditionnelle, efficace. Et donc, sitôt qu'on s'affranchit des jugements de valeur, en disant c'est bien, c'est mal, c'est pas le problème, on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre ce qui se passe, comment, pourquoi. Merci beaucoup, Dominique. Alors, un tweet de Roger, un tweet. Hein. Non, je voulais simplement pour répondre en une phrase, 2 phrases à Pierre Mollier. Il a tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Hobsbawm. Ce sont des réemplois d'éléments qui appartiennent à d'autres traditions antérieures, mais qu'on reconfigure d'une manière nouvelle. Et ça fait écho à ce qui était évoqué tout à l'heure à propos de l'architecture de la Renaissance. C'est comme ça qu'elle a été construite, c'est-à-dire qu'on voulait faire le saut au-dessus du Moyen-Âge qu'on invente à cette époque, et on fait la leçon des ruines, c'est-à-dire qu'ils vont regarder des ruines romaines, et ils s'aperçoivent que les ruines romaines ne correspondent pas exactement aux mensurations qui sont dans les traités de Vitruve. Alors ils décident de reconfigurer un nouveau système, et en disant, ça, c'est l'Antiquité authentique. C'est-à-dire qu'on réinvente l'Antiquité à la Renaissance au nom d'une authenticité plus vraie que celle de la leçon des ruines. Au fond, c'est ça la reconfiguration des traditions. Merci infiniment, cher Roger Daché. Merci à toutes, merci à tous pour ces échanges, ces réflexions, ces planches aussi du début. Le moment est venu pour nous d'écouter l'exposé, on va dire, conclusif et synthétique de notre grand maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac. Cher Georges, c'est à toi. Merci Alexis. Donc bonsoir à tous. Évidemment, merci à vous tous pour vos exposés. D'abord, merci Jacques pour avoir organisé cette soirée où tu as employé à un moment, Alexis, l'expression « nous avons touché notre salaire ». Et cette soirée, cette table ronde, qui évidemment nous passionne, à nous tous francs-maçons, mais aussi nous questionne, même les profanes, sur quelques aspects fondamentaux de notre réflexion à tous et de notre réflexion qui dépasse même évidemment le cadre de ce temple. Et surtout, avant d'oublier, je veux saluer aussi Catherine, que je n'avais pas vu en arrivant, sinon j'aurais eu beaucoup de plaisir à ce que tu partages, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, à ce que tu partages évidemment l'Orient. Donc ce que je voudrais dire, c'est que cette réflexion donc sur la tradition, alors le sujet c'était voie traditionnelle et modernité, mais on a vu qu'on a beaucoup parlé finalement de qu'est-ce que la tradition, et puis on a aussi beaucoup parlé du rapport au temps. Et dans qu'est-ce que la tradition, il y a une phrase que je cite de mémoire, donc comme je sais qu'il y a beaucoup de gens très très cultivés, beaucoup plus que moi, je crains qu'elle soit un peu inexacte, mais le sens y est à peu près. C'est une phrase de Martin Buber qui dit « La tradition est la plus noble des libertés pour la génération qui l'assume avec la conscience claire de sa signification, mais elle peut être l'esclavage le plus misérable pour celui qui l'applique avec opiniâtreté et paresse d'esprit. » Je pense que cette soirée est révélatrice de tout ce que ne peut pas être la tradition et de tout ce que nous, francs-maçons en tout cas, comment nous l'abordons. Alors, à partir de là, je pense que, au-delà du mystère de ce qu'est la tradition maçonnique, il faut aussi, ça a été dit évidemment, mais je veux le souligner, la maçonnerie, c'est fondamentalement une méthode. Une méthode qui a un objet. L'objet, il se construit peu à peu, donc à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et on voit dès les premières constitutions d'Anderson que cet objet, il est finalement politique, puisqu'il est la réunion sous la raison d'hommes de bonne volonté, d'hommes à l'époque, maintenant d'hommes et de femmes, de bonne volonté, qui veulent travailler ensemble au-delà de leurs différences. Et c'est quelque chose de proprement révolutionnaire. Et cette dimension-là, moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la maçonnerie, c'est de voir que cet objet fondamentalement politique, et qui se met à l'abri de toute idéologie, et mon très cher Dominique, c'est pour ça que parfois la laïcité peut paraître avoir des interprétations différentes, mais nous ne sommes pas des idéologues. Et cet objet, donc fondamentalement politique, par ce qui pour moi est vraiment un mystère, agrège de nombreuses traditions et construit dans cette méthode quelque chose qui ressemble, alors certains ont parlé de religion maçonnique, pourquoi pas? D'autres ont parlé de république à couvert, plus récemment. Et donc on voit bien que cet objet singulier
reste quand même, malgré toutes les études aussi bien et toutes les visions, qu'elles soient historiennes ou philosophiques, reste quand même bien énigmatique. Comment peut-on expliquer que 3 siècles après les premières loges identifiées, on continue à travailler, que notre maçonnerie, c'est-à-dire la maçonnerie adogmatique et libérale, soit très vigoureuse, l'autre, celle qui se dit régulière, a plus de difficultés parce que finalement, mais là ça serait un autre débat, on peut s'interroger sur la réalité de l'objet politique, même si l'objet social et caritatif est évident. Et donc cette énigme de cette force encore de la maçonnerie aujourd'hui, et moi je pense, mais probablement que ma fonction y est un petit peu pour quelque chose, je pense qu'elle est tout aussi vigoureuse que tout au long de son histoire, sous d'autres aspects, avec une autre manière de faire probablement. Mais je pense que cette force de la maçonnerie, pour moi, reste une énigme par rapport à l'objet et à la méthode. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que l'autre, parce que je vais essayer de ne pas être trop long, mon cher Alexis, puisque nous nous étions fixés 21h et nous avions des impératifs horaires, je voudrais dire que ce qui est aussi tout à fait passionnant et qui a été évoqué beaucoup, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps où la maçonnerie, quelque part, se met en deçà ou au-delà du temps profane, ce qui est quelque chose qui est peut-être un des aspects les plus réels du secret maçonnique. Parce que nous avons tous ressenti cette soustraction au temps, qui est quelque chose qui dépasse la raison. Comment se soustrait-on au temps comme ça, de manière concrète? Et finalement, on a parlé de traditions perdues, de traditions imaginées, de traditions inventées, mais on n'a pas parlé de la recherche du temps perdu. Et moi, je pense que la maçonnerie, c'est un petit peu aussi une école pour le temps retrouvé. Voilà, j'ai dit, merci à tous.